Bonsoir à vous tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Éric Lelouch, je suis président pour Boehringer Ingelheim en France. Et c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir à Boréal, ce bâtiment, et de vous accueillir finalement au cœur du biodistrict de Gerland. Particulièrement heureux de vous accueillir ici, pas vraiment en tant que président de Boehringer d'ailleurs, mais plus, c'est ce que je souhaite faire ce soir, en tant que partenaire actif de ce nouveau hub VPH pour Veterinary Public Health, santé publique vétérinaire, que nous avons eu l'honneur de lancer ce matin au cours d'une conférence de presse. Ce VPH Hub, une initiative collective, collaborative, pilotée par 9 partenaires de notre écosystème santé, essentiellement basé à Gerland, pas uniquement, mais en tout cas, le cœur est vraiment ici, avec une mission de mettre en valeur toutes les actions et d'améliorer encore les actions qui peuvent être mises en place dans le domaine de la santé publique vétérinaire. La santé publique vétérinaire, c'est un sujet majeur, sans doute pas très bien connu. C'est la raison pour laquelle on a décidé, avec les partenaires de ce VPH Hub, de lancer une première conférence ce soir sur ce thème, sur cette thématique de la santé publique vétérinaire. On a décidé de le faire avec la tribune et je les salue au passage, Denis Lafay et Steven Delbo, pour l'organisation de cette conférence. Donc cette conférence qui va durer, je parle sous le contrôle de mes collègues, à peu près 1 heure, 1 heure et demie, c'est ça ? Sera suivie d'une cérémonie de vœux à laquelle vous êtes bien sûr tous conviés, et puis un cocktail amical qui nous permettra de continuer de discuter tous ensemble. Voilà, je pense qu'on peut passer sans transition au cœur du sujet, donc la santé publique vétérinaire, et je cède tout de suite la parole à notre hôte ce soir, Hélène Gâteau. Merci. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue effectivement ce soir. Je suis ravie effectivement de vous accompagner. Je me présente, donc je suis Hélène Gâteau, je suis vétérinaire. Je suis également journaliste et animatrice en télé et en radio, sur France Télévisions et sur RTL, où j'ai une casquette vraiment vétérinaire, où je parle d'animaux, et également sur Ushuaïa TV, où j'ai une casquette plutôt environnement. Alors ce soir, c'est une soirée qui va être riche de par eh bien, la qualité des intervenants qui vont se succéder ici sur scène, riche également bien sûr de par le contenu que nous allons aborder ensemble autour de la santé publique vétérinaire. Alors Éric Lelouch, vous disiez que c'était un sujet qui était assez méconnu. C'est aussi un sujet qui n'a pas forcément une image très attractive quand on est vétérinaire. Quand on est étudiant vétérinaire, la santé publique vétérinaire, ça peut paraître un petit peu rébarbatif. D'ailleurs, à ce propos, en parlant d'études vétérinaires, j'ai un léger handicap en étant ici, puisque moi j'ai fait Nantes et Alfort et je ne suis jamais venue ici à Lyon. Toutes mes excuses, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ça commence mal, oui. Alors, un petit point sur le programme. Les vœux de l'écosystème régional de santé et le cocktail seront à 20h dans la salle juste en sortant à gauche. Avant cela, nous aurons donc 2 tables rondes. Une première table ronde au cours de laquelle nous allons parler des enjeux, justement, de la santé publique vétérinaire, que ce soit des enjeux sanitaires ou des enjeux économiques. Nous aurons une deuxième table ronde où cette fois-ci, nous allons étudier les pistes pour améliorer l'efficacité de la santé publique vétérinaire. Bien sûr, en introduction à tout cela, nous aurons l'honneur de recevoir Monsieur Alain Mérieux, dont la présence est incontournable ici aujourd'hui à Lyon, et quand on parle de ce sujet de santé publique vétérinaire. Mais avant cela, eh bien, nous avons un message du docteur Monique Eloi, qui est la directrice de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui nous a adressé un message que je vous propose de regarder. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Malheureusement, je suis dans l'impossibilité d'être avec vous ce soir, mais j'aimerais cependant partager quelques remarques pour nourrir vos débats. Tout d'abord, je voudrais rappeler que près d'1 personne sur 5 dans le monde est impliquée dans l'élevage ou dans la production, la commercialisation de produits d'origine animale.
Et donc les moyens de subsistance ainsi que le statut socio-économique de millions de familles dépendent de la santé des animaux. Mais la santé publique vétérinaire, c'est un sujet beaucoup plus vaste qui ne se limite pas au seul contrôle des maladies animales à des fins de production. Elle contribue aussi à la santé des animaux et à leur bien-être, mais surtout à celle des hommes, à la lutte contre la faim, ainsi qu'à la qualité de vie donc, de centaines de millions de familles. Des animaux en bonne santé sont ainsi un gage de système de production durable. Ils contribuent à la préservation des écosystèmes terrestres et aquatiques pour les générations futures, et on peut donc considérer que bien d'autres objectifs du développement durable peuvent ainsi être considérés. Malheureusement, entre de multiples facteurs, la mondialisation favorise la propagation rapide de maladies animales d'un pays à l'autre. Et l'épisode aussi de peste porcine africaine qui atteint différentes régions maintenant depuis plusieurs mois, et en particulier avec une expansion très rapide en Asie, est un exemple de défi sanitaire aux conséquences socio-économiques dévastatrices auxquelles les experts de santé animale sont actuellement confrontés. À l'heure où le changement climatique, les nouveaux modes de consommation alimentaire, les préoccupations qui sont liées à l'accroissement des résistances aux produits antimicrobiens ou encore celles liées au bien-être des animaux occupent une place prépondérante dans nos sociétés, il est effectivement certainement nécessaire de se questionner sur la manière dont les enjeux de santé publique vétérinaire évoluent et les actions qui sont intéressantes à mener maintenant. Ces défis sont complexes, leurs composantes varient en permanence, et donc les réponses à ces enjeux ne peuvent certainement pas être pensées de manière isolée à l'échelle d'un secteur ou d'un pays. C'est pourquoi la collaboration, la coordination, la communication, l'action concertée de différents secteurs sont particulièrement nécessaires et doivent se faire par une approche interdisciplinaire et multisectorielle. Et donc, cette approche une seule santé est certainement une excellente illustration. C'est pourquoi, ce soir, je souhaite saluer votre initiative de création d'un hub international en santé publique vétérinaire qui, en plus, fait écho à plusieurs projets ou programmes de l'OIE. Et ce soir, si vous le permettez, j'aimerais en mettre 3 en lumière parmi bien d'autres. Tout d'abord, notre projet de création d'une plateforme de formation, alors que les missions d'évaluation des services vétérinaires que nous avons conduits dans plus de 140 pays ont vraiment bien mis en évidence le fait que la formation est un besoin crucial pour améliorer la qualité et l'efficience des services vétérinaires à travers le monde. Cette plateforme est hébergée au sein de l'école vétérinaire de Lyon, donc ça permet de souligner vraiment le pôle que représente la communauté urbaine de Lyon. Et cette plateforme doit développer des relations étroites avec l'antenne lyonnaise de l'OMS, qui est également impliquée d'ailleurs dans l'évaluation des services de santé humaine à travers leur mission d'évaluation auxquelles quelquefois nous participons. Deuxièmement, je voudrais souligner les recommandations que l'OIE a publiées au sujet des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, qui constitue aussi un facteur de succès de l'action sanitaire et donc d'une bonne gouvernance sanitaire. Et je pense que les représentants de Boehringer Ingelheim, comme ceux du secteur agricole, ce soir ne me contrediront pas sur l'importance de ce partenariat entre les deux secteurs. Et enfin, le troisième exemple que j'aimerais mettre en avant, c'est l'importance de préparer et d'évaluer ensuite une action sanitaire en prenant aussi en considération des données socio-économiques. Et c'est pourquoi, maintenant, depuis plusieurs mois, l'OIE est engagée aux côtés d'une équipe de l'Université de Liverpool pour le développement d'une méthodologie permettant d'établir des données solides sur l'impact des maladies et la performance des investissements qui sont faits dans le secteur de la santé animale. Il s'agit du projet GBADS pour Global Burden of Animal Disease. Donc, je crois aussi que c'est un sujet que vous aborderez dans votre plateforme, dans votre hub. Alors, certainement, avec les avancées technologiques, tous les nouveaux outils que nous disposons maintenant aujourd'hui, on peut sans doute analyser de multiples informations venant de différents secteurs. Cependant, quelle que soit la puissance de ces outils, je pense qu'ils ne remplaceront jamais totalement le besoin que nous avons de collaborer ensemble, car c'est ainsi que nous créons les synergies. Et la symbolique de l'initiative que vous avez avec ce hub à Lyon est vraiment très très forte. C'est une ville qui d'ailleurs est au centre d'un
environnement vétérinaire connu depuis la création de la profession vétérinaire avec la première école à Lyon. Et donc c'est pourquoi vraiment je regrette de ne pas assister à cette table ronde ce soir, mais je suis vraiment convaincue que les discussions que vous aurez seront très fructueuses. Alors soyez assurés que l'OIE est très intéressée pour continuer à être associée au développement de ce hub international. Et donc les vœux que je pourrais formuler pour 2020, c'est que vraiment votre initiative soit l'occasion de développer de beaux et de succès, de projets vraiment pleins de succès et bonne réussite. Merci encore et bonne soirée. Alors le message du docteur Monique Eloi nous permet vraiment de faire la transition entre la conférence de presse pour le lancement du Hub ce matin et nos tables rondes à venir. Mais tout de suite, je vais demander à monsieur Alain Mérieux de me rejoindre, président de l'Institut Mérieux. Je vous invite, monsieur Alain Mérieux, à venir à côté de moi, juste ici. Oui, oui, j'arrive. Voilà. Tenez. Merci. Hop. Alors, monsieur Alain Mérieux, nous sommes ici à Lyon. Et en quoi, finalement, l'histoire de Lyon, mais même plus précisément l'histoire de Gerland, préfigure-t-elle ce pôle de santé animale et vétérinaire? Bien, à Lyon, spécialement à Gerland, tout a commencé en 1947. Moi, j'étais tout petit, mais je me rappelle. Lorsque mon père a créé l'Institut français de la fièvre afteuse. Au début, on travaillait le virus afteux in vivo dans la langue du bovin, qui appréciait peu, c'était le Waldmann. Et puis après, il y a eu la technologie Frenkel, qui a permis, sur l'épithélium lingual bovin, de cultiver les virus afteux et de développer, je dirais, une industrialisation de la virologie. Ça, c'était le premier point, c'était donc la partie industrielle de la biologie est vraiment née ici. Et deuxièmement, comme le virus afteux était un virus spécifique, il y avait des sous-types qui ne pouvaient travailler que sur place, c'était également pour nous la marche en avant au point de vue mondial, puisqu'on ne pouvait travailler des virus afteux que sur place. C'est pour ça qu'on a été au Brésil, on est implanté au Brésil, en Argentine, Chili, en Colombie, avec les virus spécifiques. Et puis ensuite, ça a été le virus South African Type, qu'on a fait au Botswana. Et puis, ça a été le virus asiatique qu'on a travaillé en Iran, et de l'Iran à Cholkovo, à Moscou. Donc la fièvre afteuse nous a amené à la fois le côté industriel de la biologie et deuxièmement l'ouverture mondiale, parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de produire les virus exotiques sur place. Donc tout ici à Lyon au départ, à Gerland en fait, juste à côté. À côté, juste à côté. Alors quelles sont ensuite les pathologies qui ont pu faire le lien justement, on parle aujourd'hui de santé publique vétérinaire, entre la santé animale et la santé humaine? Alors s'il y avait une pathologie que je retiendrais, parce qu'elle est toujours très, très proche, et l'historique, c'est la rage. La rage qui est aujourd'hui commune à l'espèce animale et à l'espèce humaine, transmissible, comme vous le savez, en particulier dans les pays difficiles, par le chien errant. Et aujourd'hui, la rage tue encore plus de 80 000 personnes par an, ce que peu de gens savent. C'est une véritable plaie dans des pays extrêmement pauvres où il faut lutter. Alors, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on a l'armement pour le faire, c'est-à-dire le vaccin humain en cas de morsure, et puis le vaccin vétérinaire, qui ne demande pas une action trop longue, puisque le chien errant, j'ai appris, ne vivait que 2 ans, à peu près de moyenne. Donc on pouvait le vacciner une fois et immuniser. Donc la rage a certainement été l'exemple le plus fort, avec en particulier, on avait beaucoup travaillé sur des virus vivants en appât pour héliporter pour le renard, pour bloquer un peu à la frontière aux Ardennes, bloquer le virus de la rage. Ça, c'est la partie, donc la pathologie qui va le plus marquer, commune aux deux médecines. Et puis, en transfert de technologie, la fièvre afteuse nous a apporté, après le Frenkel, où on travaillait les cellules d'épithélium lingual, on a travaillé sur les cellules en continu, la NIL, qui permettait de travailler dans des fermenteurs. Et c'était la même approche que l'on a fait pour le vaccin polio, avec le vaccin inactivé, le Salk, et qu'on a travaillé également sur la cellule Véro en fermenteur. Mais c'est la même approche du vétérinaire, transférée à la médecine humaine, avec en plus, ce qui est très fort en vétérinaire, c'est qu'il faut des vaccins peu coûteux. Et qu'on nous a appris à travailler justement en augmentant les rendements, à avoir des vaccins dont le PRI, le prix de revient, tombe. C'est la seule façon de pouvoir des productions de masse de qualité, mais capables de répondre aux besoins mondiaux.
Et aujourd'hui, cette santé humaine et cette santé vétérinaire, vous, est-ce que vous avez senti qu'il y avait justement un rapprochement entre ces deux santés à travers votre carrière? Je suis né là-dedans, vous savez, moi donc, c'était sans frontières entre les deux médecines. C'était le One Health dès le début, en fait. C'était le One Health, mais très vieux, hein. Moi, petit, j'étais tout à fait formé à ça. Et depuis, je voyage quand même pas mal à travers le monde et je me rends compte que c'est une vérité de plus en plus profonde, que le vétérinaire a un rôle fondamental. Si on veut travailler la résistance aux antibiotiques, on ne peut pas le faire uniquement sur la médecine humaine, il faut la faire également sur la médecine animale. Et c'est là où il y a le gros problème du manque de formation de vétérinaires, en particulier africains, où il n'y a pas de vétérinaires sur le terrain. C'est donc une formation fondamentale. Et puis deuxièmement, je rentre de Madagascar, c'est pour ça que je suis un peu troublé par les pathologies que je trouve là-bas. Il y a encore la peste bubonique du XIVe siècle sévit à Madagascar aujourd'hui. J'ai passé une très belle journée avec l'Institut Pasteur de Mada. Et puis, on se rend compte également que la demande des pouvoirs publics, en particulier du président malgache, ça a été la nutrition infantile, puisque la première pathologie mortelle dans les hôpitaux de pédiatrie à Madagascar ailleurs, c'est la dénutrition infantile. Ça paraît effarant, mais ça existe. Donc on a, avec cette approche commune des deux médecines qui doivent s'appliquer non seulement à la vaccination, à la sérothérapie, tout ça, mais également aux problèmes d'alimentation et de nutrition qui sont absolument liés et qu'aujourd'hui c'est une approche donc, qui ne peut être que très globale. Et je pense que l'initiative lyonnaise, elle me plaît assez parce qu'elle est spontanée entre gens qui s'entendent. On s'entend assez bien à Lyon. Regardez ici, vous avez des exemples parfaits. Des gens qui sont remarquablement, que j'aime beaucoup d'ailleurs tous les deux, mais qui ne sont pas du même bord politique, mais on travaille ensemble. On est au-delà des clivages. On travaille ensemble pour quand la res publica le demande et quand l'intérêt général le veut. Et je trouve en plus que c'est très bien également, c'est créer quelque chose sans structure juridique. Donc vous créez un hub qui encore laisse pas mal de souplesse, hein. Et ça me plaît assez. Donc je suis très heureux d'être là et de bénir à mon grand âge le hub. Eh bien, le hub est béni par Monsieur Alain Mérieux. Je crois qu'on peut, je vous laisse la parole dans ce cas, continuer sur les tables rondes. Travailler. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Alors, je vais garder avec moi mon téléphone. Non pas que j'attende un coup de fil important, mais je suis aussi garante du timing à respecter. Donc, je l'aurai devant moi. Alors, pour cette première table ronde, je vais demander à Emmanuel Soubeyran, à François-Loïc Cosset, Hervé Raoul et Joël Limousin de me rejoindre. Et vous pouvez vous répartir comme bon vous semble sur la scène. Ah voilà, je ne vous avais pas vu, Joël. Alors, une petite présentation de chacun de nos intervenants. Emmanuel Soubeyran, vous êtes directrice générale de VetAgroSup, qui forme aussi bien des vétérinaires que des ingénieurs agronomes, que des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. François-Loïc Cosset, vous êtes directeur du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie. Hervé Raoul, vous êtes le directeur du laboratoire P4 INSERM Jean Mérieux, avec le niveau de biosécurité de confinement le plus élevé qui soit. Et Joël Limousin, vous êtes agriculteur en GAEC en porc, en lait et en viande bovine, vice-président de la FNSEA, chargé des risques sanitaires et climatiques, et président du FMSE, le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental. Alors, on l'a rapidement abordé déjà dans l'intervention du docteur Monique Éloi tout à l'heure. Il s'agit de la peste porcine africaine. Et ça va être notre porte d'entrée pour cette première table ronde autour des enjeux économiques et sanitaires qu'il peut y avoir dans le cadre de la santé publique vétérinaire. La peste porcine africaine, qui est apparue en Chine en août 2018 et qui aujourd'hui, on peut véritablement parler de pandémie. C'est à vous, Emmanuel, en tant que vétérinaire aussi, que je m'adresse. La peste porcine, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots qui font peur, tout simplement? Alors, la peste porcine africaine, c'est une maladie virale qui a été découverte en 1910 au Kenya.
et qui atteint les porcs et les suidés sauvages. Donc en Afrique, on parle des phacochères, par exemple, et puis en Europe, ce sont les sangliers. Donc c'est une maladie dont une forme très virulente, en 2007, a été importée en Europe de l'Est et en fait qui s'est ensuite répandue en Russie, puis dans différents pays, jusqu'en 2014 où elle a été introduite dans l'Union européenne et effectivement, vous l'avez dit, donc elle s'est développée dans différents pays. Et en 2018, elle est arrivée à la fois à la frontière française, la frontière belge et française, où là, elle a été découverte, c'est des sangliers. Et puis en Chine, donc en août 2018, début août 2018, en Chine, dans un élevage. Quelques jours plus tard, dans un abattoir à 1000 km de là. Ensuite, elle s'est vraiment répandue en Chine, elle a explosé en Chine, et puis dans toute l'Asie, et on la trouve maintenant au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Taïwan, etc. Donc, quels sont les symptômes de cette pathologie ? C'est une maladie très virulente, alors c'est une maladie contagieuse, qui est avec 95% de létalité, donc un porc qui tombe malade meurt pratiquement systématiquement. Ça se traduit par de l'hyperthermie, un abattement profond, et puis des syndromes hémorragiques en fait dans tous les organes, et on retrouve des hématomes aussi au niveau cutané, etc. Donc c'est assez spectaculaire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. On en reparlera. Et que donc finalement la seule technique pour essayer de lutter contre cette maladie, une fois qu'elle est entrée dans un pays, c'est l'abattage. Alors en Chine, c'est un fléau énorme. La Chine, c'est le premier producteur et le premier consommateur de viande porcine au monde. C'est un tiers de la consommation qui se fait en Chine. On en est à combien justement de porcs abattus aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors quand on regarde les sites officiels, les déclarations officielles, c'est 1 200 000 porcs abattus. J'entends des soulèvements déjà dans la salle. Quand on regarde certaines études prospectives qui sont faites par des instituts prospectifs, en particulier néerlandais, on parle plutôt de 200 millions d'animaux morts. Où est la vérité ? Oui. Difficile à dire. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que ça a des conséquences extrêmement importantes, puisque le prix du porc, de la viande de porc, du kilo de porc, a été multiplié par 2 en Chine. Ce qui montre que ça a des impacts économiques extrêmement importants. Alors, autre impact économique, c'est que forcément, pour avoir aujourd'hui un apport en protéines animales, les Chinois vont aussi s'approvisionner dans d'autres sources, d'autres filières finalement. Tout à fait. Donc, peut-être mon collègue en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça a des conséquences. En fait, ça a des conséquences sur le marché mondial du porc, en fait, dont des conséquences sanitaires, effectivement, sur la filière, sur l'environnement, donc les animaux sauvages aussi, qui sont énormes, mais des conséquences économiques qui ne sont pas uniquement des conséquences sur le pays en question, mais bien des conséquences au niveau mondial. Et puis des conséquences aussi potentiellement pour la santé humaine, au sens pénurie en protéines animales dans certains pays où les protéines animales d'origine porcine sont très importantes. Et donc finalement en Chine, on commence à manger de plus en plus de lapins et de chiens pour compenser. Alors justement, par rapport à ces enjeux économiques mondiaux, on va revenir un peu en France avec vous, Joël Limousin. En tant qu'éleveur porcin, avant de revenir sur les mesures qui ont été prises justement en France, vous, en tant qu'éleveur porcin, comment vous avez perçu le développement à grande échelle de cette épidémie de peste porcine sur le continent asiatique ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça a été un sentiment de panique général quand on a vu ce qui s'est passé en Chine, surtout la vitesse, comme l'a évoqué Emmanuel, de propagation qui a pu se passer, et ce qui a mis en exergue la nécessité de mettre des dispositifs de biosécurité, et je pense qu'on a une certaine avancée en France, notamment sur ces suivis, et M. Mérieux parlait de la fièvre afteuse notamment. On a connu cette situation-là, on savait que la capacité de contamination et la vitesse que ça pouvait avoir, donc on s'est dit, il faut vraiment prendre les dispositifs pour pas que ça arrive chez nous. Alors bien sûr, on peut paraître égoïste dans cette
situation-là, mais on se rend bien compte dans un continent aussi vaste que si ça arrivait chez nous, ça pourrait être catastrophique et toute la filière porcine européenne se retrouverait complètement laminée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une cellule de crise. Qui ont été les acteurs à ce moment-là qui ont été réunis pour mettre en place des mesures? Alors c'est une cellule de crise. Moi je peux vraiment féliciter, comme l'évoquait Monique Eloi tout à l'heure, cette notion de collaboration. Et moi je peux que féliciter le travail notamment des pouvoirs publics, du ministère de l'Agriculture avec la DGAL, avec les professionnels. Et là c'était fondamental que l'ensemble des professionnels agricoles, l'interprofession porcine en particulier, le monde sanitaire, les vétérinaires, que tout le monde s'est mis dans le même dispositif pour se dire, là, il faut vraiment faire une barrière parce que où c'était détecté, pour mettre en place ce qui s'est passé à la frontière belge et française. Une barrière physique, donc. Une barrière physique. Avec, là aussi, on a constaté des gens qui ont détruit cette barrière de temps en temps quand même, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de scrupules. Et aussi d'arriver à avoir une vraie collaboration avec le monde de la chasse. Parce qu'avec les sangliers en particulier, on a des fois des approches très différentes entre le monde de l'élevage, où l'enjeu économique pourrait être catastrophique, et puis le monde de la chasse qui se disait, mais si on tue tous les sangliers, vous vous rendez compte les conséquences pour nous. Donc il a fallu quand même bien s'expliquer entre l'ensemble des acteurs, monde agricole, le monde de la chasse, mais avec en tête de pont, bien sûr, le ministère de l'Agriculture et l'État, disant il y a une rigueur absolue pour se protéger. Et je crois que le travail qui a été fait vraiment a été bénéfique, a été productif, parce que rien n'est arrivé encore en France. Je croise les doigts. L'inquiétude est grande avec ce qui se passe en Pologne, en proximité d'Allemagne. Je vous avoue qu'on est très 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 inquiet. Et moi, je lance vraiment l'alerte, y compris dans le secteur de la circulation, parce qu'on avait remarqué il y a déjà 3 ou 4 ans qu'il y avait des petits malins qui importaient des sangliers sans que ce soit dans des circuits organisés. Et là, je pense que moi, j'en appelle vraiment à ce que l'État soit d'une rigueur absolue pour empêcher toute cette circulation. Il y a des bruits qui circulent, là encore, que des sangliers qui viendraient soit de Pologne ou de Belgique avec des petites camionnettes qui viendraient en France. Je ne sais pas si c'est de la rumeur ou de la vérité, mais je pense que là, il faut être intraitable, parce que pour nous, les éleveurs, ça peut être catastrophique. Alors, quand on parle d'enjeux économiques aussi, ça a demandé aux éleveurs porcins de mettre en place des mesures de biosécurité plus importantes dans leurs élevages. Et quid des éleveurs plein air, par exemple, qui ne peuvent pas assurer les mêmes mesures de confinement? Alors là, vous avez complètement raison. Le monde agricole s'est complètement mobilisé avec les groupements de producteurs, parce que la filière porcine est très organisée en groupement de producteurs, et la mécanique s'est vite mise en place pour les dispositifs de biosécurité. Aucun éleveur s'est mis en opposition sur le sujet. Alors il est vrai, comme l'a évoqué Emmanuel, le prix du porc qui s'est amélioré très récemment fait qu'on est en meilleure disposition de pouvoir se mettre en place, mais indépendamment de l'enjeu du prix du marché actuellement, je pense que tout le monde avait bien mesuré que c'était la perte des marchés, perte d'exportation, et c'est la capacité d'éteindre complètement une filière en France. Donc tout le monde s'est mis dans le dispositif pour organiser les dispositifs pour se protéger au niveau des élevages. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile dans des élevages fermés, et on a eu la même expérience avec l'influenza aviaire au niveau de la volaille. Je vous rappelle qu'au sud-ouest, avec plein de plein air, ça a été catastrophique avec l'influenza aviaire qui est venue par la faune sauvage, qui est venue de l'extérieur, par la migration des oiseaux. Donc là, je pense qu'on a cette difficulté aussi avec l'élevage plein air, parce que beaucoup se plaignent en disant mais c'est des coûts beaucoup plus importants, mais on n'a pas d'autre choix. Et je pense que, sans loin de moi l'idée de dire il faut mettre tous les animaux en bâtiment, je rappelle quand même que pour maîtriser la biosécurité, et je parle sous contrôle des vétérinaires, c'est quand même plus facile lorsqu'on est avec des bâtiments fermés. Donc, bien sûr, par rapport au bien-être animal, certains vont nous dire les animaux sont mieux dehors, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi à prendre en compte ces enjeux, et M. Mérieux l'a évoqué, quand ça circule de partout, c'est important à bien maîtriser dans nos élevages
les circulations des personnes de l'extérieur qui viennent dans nos élevages, mais aussi la faune sauvage qui peut circuler autour de nos bâtiments. Donc vous imaginez bien, quand on est avec des élevages plein air, lorsqu'on dit qu'il faut 2 voire 3 clôtures si nécessaire pour mettre de la distance, parce que la contamination pour les animaux c'est de groin en particulier, mais aussi un sandwich qui est balancé et hop, ça y est, c'est reparti. Donc on sait que la contamination peut être rapide, fulgurante. Donc pour nous, la filière porcine, l'interprofession est complètement mobilisée. Et il n'y a pas de prix en tant que tel. L'enjeu, c'est d'éviter qu'on soit contaminé en France, mais c'est un enjeu européen, bien évidemment. On ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe en Chine. Alors bien sûr, certains vont dire le malheur des uns fait le bonheur des autres en matière de prix, mais les choses peuvent être complètement renversées. Oui. Et on sent bien que le commerce mondial est tel qu'aujourd'hui, même les Russes pourrait demain aller sur ce marché chinois pour peut-être prendre la place pour exporter de la viande porcine, même si la Chine en a peut-être pour 5, 6, 7 ans avant de s'en remettre, parce que quand on entend les propos d'Emmanuel, on se rend bien compte que c'est catastrophique et ça va mettre du temps, notamment avec des élevages diffus. Et je crois qu'il faut qu'on en tire des enseignements. Plus on va avoir des élevages plein air, mais là, je ne veux pas m'attirer les foudres de guerre là-dessus par rapport à l'élevage plein air. Je dis simplement que l'enjeu biosécurité est beaucoup plus compliqué en élevage plein air. Alors justement, Emmanuel, est-ce qu'on peut s'attendre à une durée d'épidémie de peste porcine? Est-ce qu'on sait combien de temps tout cela va durer? C'est un peu une boule de cristal, mais... Oui, non, c'est ça, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut supposer que ça va durer un certain temps. C'est un virus qui est là depuis longtemps. La seule maladie animale qu'on ait complètement réussi à éradiquer, c'est la peste bovine en 2011. C'était juste l'année des 250 ans d'ailleurs de la profession vétérinaire. Mais voilà, donc ce qu'il faut... Il a dit, on a vu, il y a une grosse difficulté, il y a le problème de l'absence de vaccins. Monsieur Alain Mérieux parlait tout à l'heure disait tout à l'heure qu'il y avait des maladies dont on pouvait quand même se prémunir assez facilement, pour peu qu'on mette les moyens et qu'on soit bien organisé. On a parlé de la rage. Là, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Hein. L'absence de vaccin fait que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on en a pour un certain pour un petit temps. Bout de temps. Ouais. Alors là, on parle en plus d'une pathologie qui est spécifique à l'espèce porcine. On ne parle pas d'une zoonose, d'une maladie transmissible aux humains. Vous, François-Loïc Cosset, par exemple, vous allez plus travailler sur des pathologies transmissibles de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Est-ce que cette circulation des agents pathogènes, c'est quelque chose aujourd'hui qui effraie justement quand on travaille dans ce domaine-là? C'est vrai que la peste porcine ne concerne pas tellement les activités que nous menons au CIRI, le Centre international de recherche d'infectiologie qui est juste à côté. On a 400 personnes et 23 équipes qui s'intéressent à différents aspects de recherche fondamentale sur les maladies infectieuses avec la virologie, l'immunologie, la bactériologie, mais aussi des activités très interdisciplinaires et de transfert vers la clinique et l'industrie autour des maladies infectieuses. Et c'est vrai aussi que ce qui nous intéresse, c'est surtout les maladies infectieuses chez l'homme. Mais je pense que, comme vous le disiez, il ne faut absolument pas ignorer qu'au moins les 3/4 des maladies infectieuses chez l'homme sont causées par des pathogènes qui viennent du monde animal. Et pour nous, considérer les aspects selon un aspect global, c'est-à-dire les relations entre l'homme, l'animal, les habitats des uns, les écosystèmes, et surtout la perturbation des écosystèmes, dont une grande part est quand même due aux activités humaines, est quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre, éventuellement pour trouver des solutions pour mieux contrôler les flux entre des pathogènes entre les animaux et l'homme. Pour la peste porcine, aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude d'une potentielle mutation du virus, et puis c'est pas quelque chose qui... Il y a de nombreux autres exemples sur lesquels, effectivement, des pathogènes bien installés dans la sphère humaine sont venus du monde animal. Est-ce qu'il y a une zoonose en ce moment qui va susciter plus, justement, votre attention et vos recherches? Alors, je ne vais pas parler au nom de tous les acteurs qui composent le CIRI, mais je prends un exemple peut-être qui concerne aussi le laboratoire P4 sur par exemple la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.
donc qui est une fièvre hémorragique qui vient du monde animal, qui est un virus en dose zootique qui en général est restreint pour la plupart des espèces qui le concernent dans le bétail et éventuellement chez d'autres espèces. Il se trouve que c'est un large groupe de virus qu'on appelle dans notre jargon les nérovirus et qui bien sagement restent la plupart du temps chez des espèces animales. Alors par contre, certains de ces membres ont eu un succès plus grand et ont réussi à franchir les barrières d'espèces qu'on appelle la zoonose, et notamment c'est le cas du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo qui a réussi à franchir la barrière d'espèces et arriver chez l'homme avec un nombre de cas extrêmement importants en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie. Mais pourquoi à un moment franchit-il justement cette barrière d'espèces? C'est à cause de quoi? La promiscuité entre les espèces? Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est vrai que l'intensification de la circulation des animaux, des plantes aussi, et puis les changements climatiques qui contribuent énormément. Par exemple, un des vecteurs importants des nérovirus sont les tiques. Les tiques, vous savez, ces petites bestioles qu'on trouve l'été et qui restent dans votre peau si vous ne les enlevez pas pendant plusieurs jours. Alors la plupart des tiques en Europe ou en France ne sont pas infectés par le virus, mais ces tiques sont quand même le premier agent de transmission de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Il se trouve qu'avec le changement climatique, les insectes, comme nous tous d'ailleurs, aimons les climats de plus en plus chauds. Donc les tiques qui étaient les vecteurs privilégiés de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui en général étaient restreintes à une ceinture sur la planète restreinte, est en train de s'élargir. Et donc ces tiques commencent à envahir des pays, en Europe, en France, en Europe du Sud notamment, dans lesquels on ne les avait jamais eues pour l'instant. Et si ces tiques deviennent aussi porteuses du virus, on peut imaginer des scénarios sur lesquels les cas ou les combinaisons de transmission du virus à l'homme vont se multiplier. Mm-hmm. Alors Hervé Raoul, vous êtes aussi impliqué dans la recherche avec des noms de virus, Nipah, Endra, des jolis petits noms pour des risques majeurs aujourd'hui que l'on a. On les étudie chez l'homme, bien sûr, parce que ce sont des pathologies humaines, mais là, il y a le lien avec le monde animal, c'est que les réservoirs, ce sont justement des réservoirs animaux. Oui, absolument. Vous avez évoqué Nipah, mais il y a plusieurs autres virus qui sont traités au niveau de confinement 4, donc qui sont essentiellement des fièvres hémorragiques et aussi responsables d'encéphalite gravissime, qui en fait posent deux problèmes et qui créent un lien avec le monde vétérinaire. Le premier lien, vous l'avez évoqué, c'est le réservoir. Vous avez des virus, donc des énipavirus comme Nipah qui ont émergé en Asie du Sud-Est, dont le réservoir, on le sait aujourd'hui, est une chauve-souris frugivore. Et c'est extrêmement important d'être capable aujourd'hui de comprendre pourquoi cette chauve-souris héberge ce virus, comme beaucoup d'autres virus d'ailleurs qu'on trouve sur la planète, la rage notamment est un excellent exemple. C'est de comprendre pourquoi ce virus arrive à se multiplier, à se maintenir dans un animal sans la tuer, parce que je pense qu'on en tirera beaucoup d'enseignements. Ensuite, être capable de comprendre aussi ce qui se passe et de suivre ces animaux permettra de faire de l'épidémiosurveillance, c'est-à-dire au moins d'identifier des zones où il y a des foyers où potentiellement l'homme peut être contaminé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, il y a énormément de travail à faire. Je vous raconterai des histoires si je vous expliquais qu'aujourd'hui, à Lyon ou ailleurs dans le monde, on était capable de manipuler des chauves-souris qui font 2 mètres d'envergure, et qui sont gros comme des renards. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc il y a beaucoup de travail à faire et je pense que là, il y a un vrai échange dans ce domaine-là. Mm-hmm. La deuxième chose que vous avez un peu évoquée avant, et que François Luc a évoqué aussi, c'est toute la partie animale intermédiaire. Et typiquement, Nipah, qu'on peut conserver comme exemple, est un très bon exemple au début. Quand il a émergé en Asie du Sud-Est, le réservoir était une grosse chauve-souris frugivore, et avant qu'il infecte l'homme, il passait par le cochon. Et là, on en vient à des pathologies, et ce qui a été évoqué au début sur la fièvre porcine, ça a été un vrai problème, parce qu'il a fallu abattre tout le cheptel de cochons en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Malaisie, en Indonésie. Donc ça a un coût économique, bien évidemment. Et ensuite, il passait chez l'homme. On a un autre exemple qui est extrêmement intéressant sur le plan de l'intérêt d'étudier les animaux et d'avoir un lien avec le service vétérinaire, sur une autre industrie, cette fois, qui est un petit peu plus noble, mais qui rapporte beaucoup d'argent. C'est lorsque le même type de virus a émergé en Australie, avec un virus qui s'appelle Endra. Le réservoir était également une grosse chauve-souris frugivore du type Pteropus, et l'autre intermédiaire, c'était le cheval.
Et là, l'histoire n'est plus tout à fait le même, parce que quand ce virus a émergé dans la région du Queensland, en Australie, qui est une région australienne où on élève énormément de chevaux de course, notamment, de voir disparaître les cheptels de chevaux de course a eu un impact économique important. L'impact sur la santé humaine a été mineur à ce moment-là, parce qu'en fait, seuls les vétérinaires qui intervenaient sur les chevaux malades ont été contaminés, et il y avait très peu de transmission de l'homme à l'homme, donc on a pu maintenir. Impact mineur. Voilà, on a au moins deux... On a au moins deux exemples de thèmes qui doivent être développés intimement entre la médecine infectieuse humaine et la médecine infectieuse vétérinaire, c'est clair. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à voir de plus en plus, justement, de par la promiscuité de plus en plus importante des humains avec les animaux, que ce soit les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, même la faune sauvage, est-ce qu'on peut s'attendre à voir émerger de plus en plus de pathologies, de zoonoses de ce type ? Mais on l'a vu. On l'a vu typiquement si vous reprenez la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Typiquement au départ, le début des épidémies d'Ebola sont liés à la chasse conduite par l'homme auprès de la population de grands singes en forêt. Dans les pays d'Afrique centrale, on a essentiellement des gens qui sont chasseurs-cueilleurs. Donc quand en plus ils trouvent un singe mort, c'est moins compliqué, la journée se termine plus vite et on peut aller manger. Seulement quand il était contaminé par Ebola, la maladie passe à l'homme. Et ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest a été quelque chose de tout à fait différent. Et là, je pense qu'on est probablement plutôt passé par un intermédiaire de type rongeur. Et même si la chauve-souris est probablement le réservoir au départ, avec un cas index, et on connaît les problèmes qui sont liés à la culture, notamment au moment des funérailles dans ces pays-là, qui favorisent la propagation. Et ensuite, à la globalisation, c'est-à-dire que, parce que si vous êtes un jour allé à Guékédou, en Guinée, c'est pas la banlieue parisienne. On est vraiment en zone forestière. Seulement avec la globalisation, les gens qui circulent de plus en plus entre les frontières, parce que bloquer les frontières, c'est juste une stupidité quand on fait face à ce type de début d'épidémie. Et bien en fait, très vite, l'épidémie s'est répandue, et lorsqu'elle a atteint les zones urbaines, c'était terminé. Ce serait plus compliqué de faire un commentaire aujourd'hui sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments, parce que c'est compliqué, on est dans des zones très hostiles, mais le virus est en train d'atteindre des zones urbaines importantes, notamment proches du Rwanda, et on risque d'avoir des choses qui sont liées cette fois à la globalisation. Donc, je ne le souhaite pas, mais clairement, si on ne fait pas ce qu'il faut pour s'en protéger et prévenir le développement de ce type de maladie demain, on aura des grosses épidémies qui seront liées à des pathogènes qui viennent des animaux qui se répandront dans la population humaine civile. Donc on aura des crises sanitaires aussi bien humaines, animales, que encore plus aussi peut-être de crises sanitaires dans les filières de production animale aussi. Alors dans les deux cas, on peut s'attendre à des développements de crises sanitaires. Mais absolument. On a parlé tout à l'heure de l'influenza, la grippe aviaire. Moi, je me souviens en 2007, quand ça a commencé à se répandre, ça tuait évidemment toutes les volailles, ça posait un énorme problème dans les élevages, et puis ça tuait des gens aussi. Alors, ils ne se transmettaient pas très bien de l'homme à l'homme, donc ça nous a bien aidé aussi. Mais il n'empêche que quand les gens ont voulu commencer à l'étudier pour trouver des moyens pour se prémunir contre l'infection chez l'homme, ils sont venus nous voir, et nous ont demandé d'essayer de travailler là-dessus. Alors, au P4, le seul modèle qui est vraiment adapté, c'est le furet. Et dans des zones de confinement comme les nôtres, travailler avec un furet, si on ne l'a pas préparé, c'est un truc extrêmement compliqué. Le furet, c'est compliqué à bloquer, c'est compliqué à endormir, c'est compliqué à maintenir anesthésié vivant, etc. On n'en trouve pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est un autre problème, je pense, sur lequel il faudra qu'un jour on discute un peu plus. C'est la disponibilité de ces animaux en tant que modèle expérimental en Europe, parce qu'on est dépendant de beaucoup de pays, et je ne reviendrai pas sur les primates non humains, mais l'exemple du furet, il est criant, c'est-à-dire que le seul fournisseur à l'époque qu'on ait pu trouver est américain. Ils nous ont livré des furets pour faire nos études, notamment de réponse immunitaire, et il se trouve que tous les furets qu'ils nous ont livrés avaient déjà été contaminés par le virus de la grippe aviaire. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir les utiliser. Voilà. Et alors, quand on sait que d'ici 2050, la population elle aura atteint 10 milliards de personnes sur Terre, on s'attend à un bond de 70% en demande de protéines animales. Donc ça, c'est encore un risque sanitaire accru. Et là, peut-être, Joël Limousin, je m'adresse à vous en tant qu'éleveur. Comment on va faire pour garantir la sécurité sanitaire
alimentaire de la population, dans des élevages qu'on va chercher à avoir de plus en plus importants, avec une promiscuité entre les animaux de plus en plus importante aussi. Je pense qu'on est conscient qu'il va y avoir une population qui va augmenter et qu'il va falloir nourrir cette population. Nous, notre posture, c'est plutôt justement de produire sur place. Plus la production sera localisée, moins on va contribuer à faire des développements de maladies. Alors bien sûr, on n'empêchera pas le commerce de l'ensemble des productions, mais on s'aperçoit que être simplement à se dire, nous l'Europe, on va tout exporter, ou les États-Unis, ou les pays émergents vont envoyer ailleurs, bien sûr, on va avoir des allers-retours, mais on sait très bien qu'on exporte, mais aussi on importe. Donc après, c'est de savoir de quelle manière cette population va vouloir se nourrir. Vous parlez de protéines animales. On voit bien qu'il y a un espèce de courant pour aller plutôt sur de la protéine végétale, donc il y a un certain nombre de contradictions, mais on sait très bien que toute cette population qui veut accéder à l'alimentation veut aller sur les protéines animales. Donc nous, on est dans un pays riche où on veut dire arrêter de manger de la viande, donc on a quand même ces paradoxes, je le dis quand même au passage. Nous, ça nous perturbe en tant que producteurs. Ceci étant dit, notre volonté, c'est véritablement à chaque fois, lorsqu'il y a de la mise en production, c'est pas de faire des mastodontes d'élevage. Et on a vu ce qui s'est passé quand même en Chine. On avait des systèmes de porcherie à étage. Le jour où ça tape, c'est quelque chose de catastrophique. Donc on a une vraie différence d'approche entre ce que l'on peut avoir comme vision de type d'élevage, certes réparti sur l'ensemble des territoires, mais la vraie question, c'est de savoir comment on gère cette biosécurité au niveau de l'ensemble de nos continents. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de frontières au travers du sanitaire. On sent bien qu'au niveau de l'Europe, dès qu'on veut fermer avec ce qui s'est passé avec la Belgique, c'est infime comme situation, mais on voit bien que avec toute la circulation, la contamination peut se faire par d'autres biais que la circulation des animaux. C'est bien les êtres humains eux-mêmes, parce qu'ils peuvent apporter, on a vu aussi des maladies arriver par des animaux des pays exotiques, etc., qui arrivaient, ou des plantes exotiques, on le voit y compris dans certains marais, des productions végétales qui sont arrivées, mais qui sont venues d'ailleurs. Donc je pense que là, il doit y avoir une rigueur absolue, mais nous, en tant qu'agriculteurs, notre volonté, c'est d'aller sur l'autonomie alimentaire et surtout de ne pas être dans une situation de se dire on va faire à manger pour le monde entier au niveau de certains continents. Donc c'est plutôt de développer la production, y compris en Afrique, notamment de permettre de produire sur place et d'éviter d'être systématiquement à vouloir faire des échanges qui peuvent être quelquefois douloureux pour le volet sanitaire. En même temps, on sait qu'on a besoin à la fois de circuits courts et de circuits longs aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de l'économie mondiale. Donc là, on est en train de toucher aux enjeux économiques, justement. On sent bien que chez nous, les gens aspirent à des circuits courts, mais il faut qu'on puisse garantir l'aspect sanitaire. Moi, je vous avoue que je suis quelquefois perturbé sur notamment l'abattage à la ferme. Excusez-moi du peu. Mais on a mis en place des dispositifs d'abattage dans nos abattoirs avec des rigueurs sanitaires. Aujourd'hui, certains, pour le bien-être animal, en disant il ne faut pas que l'animal souffre, il faut qu'il soit abattu sur place. Moi, je veux avoir la certitude qu'on ne va pas faire un retour en arrière dans la garantie sanitaire pour l'alimentation de l'ensemble des citoyens. Moi, je lance quelques alertes là-dessus parce que quand vous allez avoir la rupture, l'animal va être abattu et puis qu'on va pouvoir l'amener une fois abattu dans un atelier de découpe, enfin, quand on voit le circuit qui se passe dans un abattoir où on a cette rigueur sanitaire et à chaque fois qu'un animal peut avoir un problème, c'est saisie totale de l'animal, alors que là, on serait prêt à faire n'importe quoi, soumis à des températures. Moi, ma crainte, c'est de voir arriver demain
des intoxications alimentaires, on en parle peu, qu'on a fait disparaître par cette évolution sur la rigueur des circuits d'abattage des animaux. Moi, donc il va falloir allier par la suite quantité, qualité, bien-être animal et sécurité alimentaire. Ça fait quand même 4 points qui vont pas forcément être évidents à intégrer. Mais y compris sur le fait de connaître l'origine des animaux, d'aller sur des circuits courts. Tout ce qui est petit, c'est le meilleur. Je dis attention, il faut qu'on puisse respecter les mêmes règles sanitaires, parce que l'aspect gustatif, c'est ce qu'attendent les citoyens et les consommateurs, en disant je veux savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, mais on voit qu'on importe quelquefois des produits alimentaires avec des intrants qui sont interdits chez nous. Enfin, on a des espèces de paradoxes dans ce pays qui deviennent un petit peu compliqués. En parlant de règles sanitaires, justement, Emmanuel, si on reprend l'exemple de la peste porcine africaine, c'est vrai qu'on est sur des élevages qui n'ont justement pas du tout les mêmes normes hygiéniques et sanitaires que l'on peut avoir en France, en fait. D'où la propagation aussi du virus et ça aussi, ça participe finalement au développement des épidémies. C'est sûr que je pense que notre système européen, en fait, et français de prévention des maladies, de prévention des problématiques de sécurité sanitaire, aussi de lutte contre l'antibiorésistance. On a vu toutes ces questions étaient des questions de santé publique vétérinaire. Il est assez strict, il est même très strict. On a une organisation sanitaire qui est bonne, et c'est très important. Et c'est vrai que c'est pas pareil dans tous les pays. Je dis pas que c'est pas bien ailleurs, mais il est clair, Monsieur Mérieux l'a dit, qu'il y a des pays où il y a des services vétérinaires et où il y a aussi un problème de maillage vétérinaire. C'est important. Alors après, on peut dire, oui, il y a de la distorsion de concurrence, mais en fait, je pense que Joël sera d'accord avec moi. De toute façon, c'est un plus pour les acteurs économiques. Il faut qu'ils considèrent ces exigences qui peuvent être vécues comme des contraintes, au contraire comme finalement des facteurs de compétitivité, en fait, pour pouvoir valoriser leur propre production. Mm-hmm. Et j'aimerais faire réintervenir aussi Hervé Raoul et François-Loïc Cosset. Donc, je sais qu'on n'est pas sur la peste porcine africaine avec vous, on est plus sur les pathologies, les zoonoses. Dans le cadre, j'insiste par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment une pathologie aujourd'hui qui fait plus peur peut-être que d'autres, qui va être un des enjeux sanitaires majeurs du XXIe siècle, autant chez l'homme que chez l'animal? Est-ce qu'il y en a une qui ressort en ce moment sans nous effrayer forcément? Je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce que la situation s'aggrave. On voit très très bien, on a parlé du changement climatique, mais on peut aussi, il faut parler du changement des sols, des habitats. Pour ceux qui ont voyagé par exemple en Asie du Sud-Est plusieurs fois, on est sidéré de voir les forêts primaires qui ont été abattues pour la culture d'huile de palme. Mais évidemment, les animaux qui étaient abrités dans ces forêts ne sont pas tous morts, ils sont forcément allés vers des villages. Et on parlait tout à l'heure du virus Nipah. Donc tout ça, c'est des scénarios. Certains sont connus maintenant, ont été retracés, d'autres sont encore inconnus, et je ne veux pas effrayer les gens, mais je pense qu'on doit être vigilant et on doit s'attendre à ce que ce ne soit pas fini et qu'il n'y ait pas une pathologie qui l'emporte, mais peut-être de multiples scénarios qu'on n'a pas encore réussi à appréhender qui vont survenir. Et dans ces cas-là, on voit plus des enjeux justement sanitaires, ou est-ce qu'il y a aussi, puisque c'est l'objet de notre table ronde, des enjeux économiques quand on parle de maladies de ce type? Est-ce qu'il y a une dimension économique à cela? Justement, est-ce qu'il y a des fonds à soulever? Enfin, ça, on va peut-être l'aborder dans la deuxième table ronde, mais... Je pense que de toute évidence, le poids sociétal des maladies infectieuses qui augmente est très lourd à payer, et arriver à contrôler non seulement ce qui se passe chez l'homme en termes de prévention, de diagnostic ou de traitement ou de prise en charge des patients, évidemment fondamental, et on arrive relativement à bien le faire dans nos sociétés, mais arriver aussi à imaginer comment
à la source prévenir les transmissions, arriver à trouver des guidelines qui vont peut-être en ayant appris des situations de transmission zoonotique, comment est-ce qu'on peut enrayer des choses, c'est aussi un enjeu fondamental sur le plan économique. Hervé Raoul. Oui, moi je pense, je suis tout à fait d'accord. L'influenza a aussi été citée, ça me paraît extrêmement clair. Je pense qu'on n'y échappera pas, il y aura d'autres épisodes. Il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Nipah Andra sont des vrais exemples. C'est-à-dire que dans les années 90, ces virus, on ne les connaissait pas. Ils ont émergé en émanant de la faune. Ils sont passés chez l'homme. Aujourd'hui, ils posent des problèmes majeurs au Bangladesh et en Inde. D'accord, avec des nouvelles souches en plus qui sont modifiées, qui cette fois sont beaucoup plus pathogènes, qui se transmettent extrêmement bien de l'homme à l'homme. Donc c'est des choses qui évoluent. Et puis il y a des enjeux économiques qu'il ne faut jamais oublier si on n'est pas prêt. Moi je me souviens, après le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'épisode des enveloppes à l'anthrax, j'avais des camarades qui travaillaient sur la problématique les armes de destruction massive et leur prolifération. Ils étaient spécialisés dans le domaine du chimique et du nucléaire. Et il me disait, mais vous les biologistes, vous avez quand même des trucs extrêmement puissants parce que votre anthrax, là, il a fait 5, 10-6 mégamorts aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a eu 5 morts aux États-Unis par l'anthrax à la suite de ces épisodes. Seulement, le coût économique que ça a eu et l'impact que ça a eu sur l'organisation du pays a été énorme. Ça a coûté des milliards de dollars, cette affaire. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier non plus cette vision des choses qu'on peut avoir. Si on n'est pas prêt, on peut vite avoir un impact économique parce qu'on ne saura pas gérer quand on aura la catastrophe. Et gérer aussi les relations entre... Après, ça a une dimension géopolitique, finalement. Au-delà de sanitaire économique, on arrive d'un seul coup à une dimension géopolitique. Oui, bien sûr, oui. Et moins, si on reste dans le domaine que je viens d'évoquer, en plus, moins on démontrera qu'on est prêt et qu'on est capable de maîtriser, et plus on laissera les fantasmes croître, et plus, en cas de crise, on devra faire face à des choses qui seront liées effectivement à des choses très politiques et qu'on ne maîtrisera pas non plus, qui peuvent avoir un impact économique et géopolitique majeur, bien sûr. Alors, on arrive à la fin de cette première table ronde. Est-ce que vous vouliez rajouter un mot, l'un ou l'autre, sur justement ces enjeux sanitaires ou économiques ? Si je peux me permettre, oui. Je n'ai pas le sentiment que la population se rende compte de ces enjeux que les spécialistes ont pu évoquer. Moi, en tant qu'éleveur, quand je vois tout ce qu'on a pu avoir avec l'influenza aviaire, la fièvre catarrhale ovine, la fièvre porcine africaine, parce que pour nous, ça fait moins peur que la peste porcine africaine, bref, on a le sentiment qu'on est au quotidien sur ces questions-là, et puis il y a une focalisation sur... à chaque fois que les gens s'alimentent, ils ont le sentiment d'être au risque de s'empoisonner, parce qu'il y a des antibiotiques, parce qu'il y a un certain nombre de questions, notamment sur l'antibiorésistance, qui sont posées, alors qu'on a fait des réductions phénoménales de réduction dans les antibiotiques. Alors, il y avait des choses à faire. Et je pense que la collaboration entre nous doit vraiment s'accentuer. Parce que nous, on n'est pas spécialistes. On est vraiment des éleveurs, on est des passionnés dans nos élevages. On veut faire au mieux, bien sûr répondre aux enjeux de bien-être animal, mais on a besoin, dans cette collaboration avec le monde vétérinaire, avec les spécialistes pour faire cette anticipation, et notamment sur la prévention. Vous l'avez dit, je suis président du Fonds de mutualisation sanitaire, mais à chaque fois, nous, notre entrée, c'est plutôt de mettre des dispositifs de prévention. Faire de façon à ce que les agriculteurs, on les accompagne dans les dispositifs pour éviter que la maladie nous arrive. Parce que quand il y a du curatif, ça coûte des sommes extravagantes. Et pour les éleveurs, ils n'arrivent même pas à s'en remettre. Donc je pense que tout ce qui sera fait, ça vaut aussi pour le végétal. Mais dans le secteur animal, c'est fondamental de pouvoir avancer sur ces questions-là. Et cette collaboration, y compris sur la connaissance des données et cette relation partenariale, notamment entre le monde vétérinaire et les éleveurs, on voit bien c'est un autre chantier qu'on essaye d'avoir parce qu'avec des fois des désertifications dans le monde rural et dans le monde professionnel agricole où on manque de vétérinaires dans certains endroits, où l'élevage, eh bien, les agriculteurs disent il n'y a plus de vétérinaires, soit l'élevage disparaît, soit les animaux, ils vont à l'équarrissage directement. Enfin, on a des situations quand même qui sont quand même assez dramatiques. Donc cette collaboration pour l'anticipation et la prévention me paraît fondamentale. Alors cette collaboration, on va y revenir dans la deuxième table ronde. Emmanuel, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose avant de passer. Pour aller un petit peu dans le sens de ce que dit Joël, mais alors là,
pas tellement sur la partie éleveur, mais surtout sur la partie finalement grand public. Je pense qu'il y a aussi un manque de connaissance de certains nombres de ces sujets. Oui. Et moi, j'ai été très frappée par la mort en 2017 d'un enfant dans la région, je crois, de 10 ans, qui avait contracté la rage en allant en vacances avec ses enfants au Sri Lanka. Il avait, avec ses parents, et il avait joué avec un chien sur la plage. Il y avait finalement pas de connaissance des enjeux, pas peut-être suffisamment d'informations, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe aussi et qui me fait dire que voilà, c'est important qu'on ait des actions de communication, d'information sur ces risques. En fait. Vu justement aujourd'hui les déplacements des populations, les voyages. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est temps pour cette première table ronde autour des enjeux économiques et sanitaires. Emmanuel, vous restez avec nous. Joël, Hervé et François Loïc, je vous invite à rejoindre le premier rang. Et pour la deuxième table ronde, donc là où on va explorer un peu plus justement les pistes pour, on vient de finir là-dessus avec Joël Limousin sur cette nécessaire collaboration qui doit exister entre les éleveurs, le milieu vétérinaire, les chercheurs, eh bien on va accentuer notre débat là-dessus avec Laurent Lempereur, qui est ici, Éric Lelouch et Sébastien Cognat, qui je demande de nous rejoindre ici même. Alors Sébastien Cognat, vous êtes pharmacien biologiste, vous êtes chef d'équipe au bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon, vous êtes responsable du programme de renforcement des labos de santé publique et vous avez fait vos études à Lyon. Donc bravo. Laurent Lempereur, vous êtes directeur du laboratoire lyonnais de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est une agence d'État avec 9 laboratoires sur le territoire. Et ici à Lyon, on s'axe plus sur la santé animale, la résistance aux antibiotiques, l'hygiène alimentaire et la santé des végétaux. Alors, Emmanuel, je vous laisse de nouveau introduire le débat, le sujet. On vient de parler donc de cette nécessaire collaboration. On est en train de parler aujourd'hui de santé publique vétérinaire. Comment s'organise sur notre territoire français justement le maillage vétérinaire ? Alors, il y en a pas mal dans la salle, donc je tiens à le dire, le vétérinaire est vraiment la sentinelle, le garant de la santé animale sur le territoire. Donc c'est une sentinelle qui a des responsabilités en matière de détection des maladies, de déclaration des maladies et un bon maillage vétérinaire. Alors après, on a pas mal de discussions sur le sujet entre nous pour savoir si aujourd'hui notre maillage vétérinaire est suffisant. Et on sait que dans certains endroits en France, il est de plus en plus difficile de maintenir ce maillage vétérinaire. Mais un bon maillage vétérinaire, c'est-à-dire une bonne répartition des vétérinaires en nombre suffisant sur le territoire, c'est vraiment essentiel pour une détection et une réaction rapide en cas de problème. Et en fait, ce qui est important, c'est ça a été dit déjà par Joël Limousin, c'est qu'il y ait une bonne synergie entre des éleveurs vigilants, conscients, responsables, au plus près de leurs animaux, en fait, des vétérinaires bien formés, ça c'est important, et puis responsables aussi, et puis des autorités compétentes, donc ce qu'on appelait les services vétérinaires, qui sont maintenant dans les directions départementales de la protection des populations, qui soient bien organisés, des services vétérinaires bien organisés, avec une chaîne de commande qui fait que quand il se passe quelque chose, il peut y avoir des décisions qui sont prises et des ordres et des actions qui sont mises en œuvre extrêmement rapidement. Alors il y a des gens dans la salle qui sont bien plus compétents que moi pour en parler. Il y a Valérie Lebourg, qui est la directrice départementale de la protection des populations, qui est ici. Nathalie Garçon, qui est la directrice de l'École nationale des services vétérinaires. Peut-être qu'on pourrait les faire intervenir lors des 15 minutes de questions-réponses tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des nombreux patriciens, dont Jean-Paul Bérurier, qui pourra peut-être s'exprimer tout à l'heure.
qui pourront s'exprimer sur ce sujet, mais je pense que c'est vraiment ça qui est important pour un bon maillage, en fait. Voilà. Alors après intervient le niveau du laboratoire. Donc là, Laurent Lempereur, comment l'ANSES justement va intervenir en termes de santé publique vétérinaire dans le cas d'une détection justement sur le terrain au départ par les vétérinaires? Alors l'ANSES, comme vous l'avez précisé au début, elle est répartie sur 9 laboratoires sur tout le territoire français. Historiquement en lien avec les filières, et historiquement Lyon c'était les gros ruminants, la filière bovine. L'importance pour des laboratoires comme nous, où on va émettre des avis, des recommandations qui vont servir les politiques publiques derrière, hein, c'est vraiment basé, je voudrais insister sur trois piliers. En fait, il faut qu'on soit performant sur ce qu'on appelle la référence. En fait, c'est nous préparer à la gestion de crise. C'est-à-dire que la crise, on la découvre. L'idéal, c'est pas la découvrir au moment où elle arrive, c'est l'anticiper et de nous préparer en tant que laboratoire. Et à l'ANSES, on héberge 60 laboratoires nationaux de référence sur différentes pathologies. Donc, on a cité des exemples tout à l'heure avec la peste porcine africaine. C'est mes collègues de Ploufragan, en Bretagne, qui ont aussi la chance d'héberger le LNR sur la grippe aviaire, donc qui sont très, très, très impliqués en ce moment sur les deux sujets. Nous, historiquement, on est le laboratoire national de référence sur le prion. On a été très, très mobilisés sur la vache folle. Et donc, le but de ces laboratoires de référence, c'est vraiment d'être en capacité d'animer un réseau de laboratoires, de faire de la recherche sur les méthodes de diagnostic, de se maintenir en compétences pour quand vont arriver les crises, avec l'organisation d'essais interlaboratoires. Et s'il y a des choses un petit peu amplifiées sur ce domaine-là, c'est une interaction, aujourd'hui on voit bien avec les autres membres, les États membres en Europe. On le voit sur la peste porcine africaine avec nos collègues belges, où ça se passe plutôt très bien. Mais si ça se passe mal au départ, ça peut vraiment être un handicap au final à la gestion de la crise. Et puis aussi, ne pas se cantonner uniquement à la santé animale. Et là, on revient sur le One Health. Et typiquement, pour nos laboratoires de référence sur l'antibiorésistance, typiquement, l'intérêt de collaborer aussi avec les CNR, les centres nationaux, sur la santé humaine, puisqu'on est sur des sujets communs et on progresse beaucoup comme ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est la référence, nous mettre en capacité de gérer les crises. Ensuite, un autre point très très important dans nos métiers, c'est la surveillance, l'épidémiosurveillance, et le fait d'avoir des réseaux pour identifier les signaux le plus en amont possible. Et on a un bel exemple ici qui est piloté depuis Lyon, puisqu'on coordonne à Lyon la plateforme ESA, qui est la plateforme d'épidémiologie en santé animale, qui est hébergée d'ailleurs à beaucoup de scientifiques chez nos collègues à VetaGrossup. On contribue l'ANSES, l'INRA, le CIRAD, mais également, et c'est important, avec le représentant de la FNSEA qui était là tout à l'heure, les filières, qui sont vraiment un acteur très très important pour nous, avec COP de France, GDS France, et également les représentants de la faune sauvage, l'Office national de la biodiversité, ex-ONCSF. Donc ça, c'est pour l'épidémiosurveillance. Ça, c'est vraiment pour l'épidémiosurveillance. Ouais. Donc un maillage important avec les filières, les services vétérinaires, les agences, pour travailler sur les sujets les plus actuellement. Ensuite, très près, la peste porcine africaine. Donc il y avait la référence, référence, surveillance. Et tout ça, bien entendu, ne peut pas fonctionner sans un fort investissement en recherche. Et c'est le troisième pilier, la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, notre référence se nourrit de la recherche et inversement. Et peut-être là, en santé animale, je pense qu'on a beaucoup à faire encore. On est moins visible que nos collègues au niveau de la santé humaine, sur les appels à projets de recherche notamment. Je pense que l'intérêt dans le futur, c'est vraiment de répondre à des appels à projets avec des équipes impliquées en santé humaine et animale, sur les deux volets. On l'a vu sur l'antibiorésistance, ça marche très bien. Je pense qu'il faut le développer. Alors s'il y a moins de visibilité, c'est aussi parce qu'il y a moins d'argent aussi, justement, sur les projets en recherche animale. Je ne sais pas si c'est forcément qu'il y ait moins d'argent. Je pense qu'ils sont peut-être moins visibles, moins mis en avant. Alors qu'on vient de voir justement dans la table ronde précédente, alors que, bien sûr, ils jouent l'importance par rapport à la santé humaine. Avec Emmanuel et nos collègues de l'INRAE aussi, là, on essaye de développer un réseau en santé animale, dans recherche. On a appelé ça ARA, santé animale en Auvergne-Rhône-Alpes, pour que les différents chercheurs se connaissent mieux, que ce soit entre Clermont, Grenoble et Lyon. On se rend compte qu'il y a encore des points à créer sur tout ce qui est santé animale et bien-être animal, pour, dans un premier temps, déjà proposer des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets de recherche un peu restreints qui vont nous permettre d'être plus forts après pour répondre à des appels avec des financements plus forts, que ce soit des financements européens dans le cadre de l'H2020 ou d'autres financements via l'ANR.
Alors là, j'ai l'impression que malgré tout, en France, c'est quand même un réseau qui fonctionne bien. Sébastien Cognat, vous, au sein de l'OMS, vous êtes confronté à d'autres difficultés que la mise en la visibilité des projets de recherche autour de la santé animale. Vous, on est vraiment sur des laboratoires aussi de détection précoce qui sont déficients dans des régions, dans des pays émergents, en fait. Oui, c'est vrai que la santé animale, elle est vraiment au cœur des préoccupations de la santé publique humaine. On l'a évoqué dans la première table ronde, mais par exemple, les zoonoses, ces maladies qui touchent l'homme et l'animal, c'est quand même 1 milliard de cas par an, c'est 1 million de morts par an. Et si on prend un exemple très concret, depuis 15 jours, le monde de la sécurité sanitaire mondiale est, on va dire, alerté par un nouveau virus qui émerge de Chine, un coronavirus, et qui probablement a touché des gens qui ont visité un marché de fruits de mer et de poissons. Et donc, par rapport notamment à la détection de cette épidémie, on a vu des énormes progrès, puisqu'en quelques jours, les laboratoires chinois ont pu détecter, caractériser ce nouveau virus. Des investigations sont en cours pour trouver la source animale, qui n'est pas encore identifiée, de façon à mieux prévenir et de mieux contrôler cette épidémie. Je vous rappelle qu'en 2002-2003, un virus similaire, le SRAS, avait touché l'Asie du Sud-Est, n'avait fait entre guillemets que à peu près 900 morts, mais avait coûté 100 milliards de dollars. Donc les conséquences économiques étaient majeures. Donc là, on est sur de l'actu chaude, en fait, de ce qui se passe justement avec ce virus, coronavirus en Chine. Et il y a eu une transparence par rapport aux cas qui ont été... On a vu véritablement en quelques années un effort par beaucoup de pays dans leur préparation aux épidémies, dans la gestion des crises. Mais je dirais qu'aujourd'hui encore, on voit énormément de défis, et notamment l'interface entre santé animale et santé humaine, même si elle s'est améliorée, reste encore un des points durs à améliorer. Donc on pourra parler peut-être des solutions, mais c'est un axe aujourd'hui majeur de l'intervention de l'OMS avec l'OIE, avec Monique Eloi, avec la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, pour développer des formations communes, pour développer des procédures, des mécanismes à l'interface de ces deux secteurs, avoir donc une action multisectorielle de façon à très rapidement détecter et contrôler les épidémies. Et donc vous agissez justement, l'OMS agit dans ce cadre-là, dans ce cadre de formation des laboratoires, des personnes, des laboratoires, du personnel, pour améliorer leurs compétences alors? Oui, alors l'OMS a un champ d'action très très large, mais si on veut parler de ce qu'on fait à Lyon par exemple, on a juste initié depuis quelques mois un programme de formation des personnels de laboratoire au leadership. Et c'est un programme qu'on met en œuvre avec justement l'OIE et la FAO, de façon à bien prendre en compte les problématiques des laboratoires de santé animale. C'est quelque chose qu'on a piloté par exemple au Pakistan, et à travers des études de cas très concrètes sur justement des cas de grippe aviaire ou d'autres qui ont pu toucher le pays, de façon à véritablement former cette nouvelle génération de scientifiques qui auront une culture commune, une compréhension commune des enjeux de chaque côté, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs au départ. Alors Emmanuel, on parlait aussi de désertification tout à l'heure des vétérinaires en zone rurale en France, mais on a aussi un problème justement de vétérinaires dans les pays émergents. On en manque cruellement justement pour agir sur le terrain dans le cadre de l'épidémiosurveillance et puis dans la détection des pathologies. Oui, je voulais juste revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le maillage et sur l'importance d'être bien organisé. J'ai oublié de dire quelque chose et quelque part je m'en veux beaucoup, parce que ce qui est très important, c'est bien sûr qu'on ait des services bien organisés, etc., mais c'est qu'il y ait une bonne aussi bons échanges entre les services, on va dire plutôt vétérinaires, et puis tous les services de l'État qui traite des questions de santé publique, de médecine humaine, et cette bonne coordination, je pense, il arrive, et très souvent, que ce soit les médecins finalement qui identifient le problème au départ, et que ça revienne ensuite vers les vétérinaires, etc. Donc c'est cet échange permanent qui doit avoir lieu. Alors pour répondre à votre question,
Oui, il y a des zones. Moi, j'ai été très frappée en allant en Afrique de l'Ouest récemment, enfin il y a 1 ou 2 ans, de voir à quel point dans certains pays, eh bien, il n'y avait pas de vétérinaires ou très très peu de vétérinaires. De voir que les antibiotiques n'étaient pas délivrés sur prescription, c'est-à-dire que les antibiotiques étaient en vente libre. Donc, dans ces conditions, comment réduire ou comment avoir des actions possibles en matière de réduction de l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays, et c'est un grand défi des organisations internationales. L'OIE travaille beaucoup là-dessus, et dans la mesure de nos moyens, nous intervenons nous aussi pour... dans le cadre de jumelage avec des écoles vétérinaires ou dans le cadre de coopération avec des États où on exporte, on essaye d'aller exporter finalement notre modèle sanitaire. Et là, c'est l'École nationale des services vétérinaires et France Vétérinaire International qui font ce travail. Donc un travail de formation, un travail d'augmentation d'un nombre de personnel qualifié, mais aussi, tout à l'heure, on l'a vu, un travail de sensibilisation aussi qu'il y a à faire. Et par exemple, Sébastien, on en discutait ensemble en préparant cette table ronde, vous me disiez que vous aussi, ce que vous essayez de faire, c'est de toucher les communautés qui sont directement, par exemple, en contact avec les populations animales sur les risques de transmission des pathologies. Oui, c'est ça. En fait, l'enjeu, si vous voulez, c'est d'aller... au-delà même de la collaboration intersectorielle au niveau technique, mais d'aller toucher justement les communautés sur par exemple des épidémies qui touchent le bétail ou l'élevage. On a eu des épidémies de fièvre de la vallée du Rift en Mauritanie ou dans d'autres pays. D'aller travailler avec les bergers, travailler avec les éleveurs est extrêmement important parce que souvent au niveau des villages et de l'échelon le plus bas de la pyramide sanitaire. Donc vous essayez, c'est revenu. Vous essayez par exemple aussi de toucher les instituteurs, les religieux pour avoir le maximum de couverture possible des populations locales. Oui, on l'a vu avec Ebola en fait. C'était alors si vous voulez scientifiquement, on a beaucoup d'outils en place. On a maintenant même un vaccin. On a énormément de capacités au niveau scientifique, mais la mobilisation sociale a été le maillon faible, véritablement. On a dû recruter des anthropologues, des sociologues qui ont pu intervenir sur des pratiques de chasse, sur des pratiques d'enterrement, de façon à traduire véritablement nos messages scientifiques dans des pratiques très concrètes auprès des instituteurs, auprès, donc, encore une fois, des éleveurs, des mamans, des pharmaciens, et d'avoir une action beaucoup plus efficace. Ça reste véritablement un enjeu majeur. Laurent Lempereur, aujourd'hui, comment on apprend des crises sanitaires auxquelles on est confronté. Aujourd'hui, comment on peut encore améliorer la gestion des crises, justement, dans cette collaboration entre les différents acteurs ? Je crois que ce qu'on apprend de chaque crise, c'est qu'au démarrage, il faut bien identifier l'interlocuteur et pourquoi il est impliqué dans la crise. C'est-à-dire chacun joue bien son rôle. Je pense mais aujourd'hui, les rôles sont bien définis. Oui, justement, mieux, est-ce qu'on arrive à... Mieux, on le voit sur la peste porcine africaine, quand même mieux, oui. En sens où, effectivement, on n'hésite pas à impliquer, pas rester uniquement entre labos, impliquer les filières, être plus en communication avec les services de l'État qui prennent les décisions, à la DGL dans notre cas, et puis capitaliser, typiquement, on se pose des questions sur est-ce que l'abattage systématique, c'est la bonne façon de faire ou pas,
On a pu faire peut-être certaines erreurs au départ sur la pandémie avec la grippe aviaire qu'on ne referait pas aujourd'hui. Voilà. Donc on peut capitaliser. Après, je voulais revenir sur autre chose que vous mentionnez, c'était la formation. Et je pense vraiment même une agence comme la nôtre a un rôle important. Je parlais de recherche tout à l'heure. Le fait de solliciter des appels à projets de thèse, et notamment en lien avec l'école Vétagro-Sup, que certains étudiants aillent vers des thèses, c'est un point important. Et pareil pour la diffusion aussi au niveau européen et même international, d'accueillir des étudiants étrangers en thèse et de les former par la formation, par la recherche. C'est aussi un volet important dans nos missions qu'il faut pas négliger. Parce qu'on crée comme ça du réseau avec d'autres universités, que ce soit en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Là encore, je reprends l'exemple de l'antibiorésistance, c'est quelque chose sur lesquels ils ont été un peu précurseurs, qui s'est bien développé et qui aujourd'hui nous aide énormément pour diffuser l'info et travailler avec des organismes internationaux que peuvent être l'OMS, mais aussi la FAO. Et Éric Lelouch, comment un laboratoire privé, lui, va-t-il intervenir justement dans le cadre de crises sanitaires comme celle-ci? À quel échelon vous allez vous impliquer? Le plus tôt possible. Mais je crois que d'abord, le rôle d'un laboratoire pharmaceutique, c'est de façon historique et de façon principale la lutte contre toutes ces maladies infectieuses dont on parle, avec un objectif qui est en permanence de limiter, de stopper, de maîtriser, de prévenir. Joël Limousin disait tout à l'heure que la prévention avait un rôle majeur. Donc pour nous, c'est essayer au maximum d'éviter la transmission de ces maladies, d'éviter d'abattre aussi les animaux, donc de protéger les filières. Et un des moyens, en tout cas chez nous, de travailler dans cette direction, c'est de travailler sur la vaccinologie et sur les vaccins. Donc la production de vaccins, c'est une des solutions, c'est pas la seule. On parle beaucoup d'antibiorésistance, c'est vrai, mais les antibiotiques, c'est fondamental en santé animale et en santé publique vétérinaire. C'est une voie, les vaccins en sont une autre. Et notre objectif, c'est pour mettre au point le plus tôt possible des vaccins qui vont être à la fois efficaces, sûrs, accessibles au plus grand nombre et productibles le plus vite possible également. Donc ça nécessite une certaine réactivité aussi de la part des laboratoires pour mettre à la disposition des éleveurs, des vétérinaires, les vaccins utiles le plus vite possible. Donc ça veut dire aussi pour l'industrie pharmaceutique des investissements importants. On parlait de moyens un petit peu plus tôt, des investissements qui sont importants, voire massifs, et en recherche et en développement industriel également, parce que la biologie c'est compliqué, ça coûte cher, le développement d'un nouveau vaccin coûte cher. On ne sait pas quand on commence si on va être capable d'arriver à une solution, et je crois que la peste porcine africaine est un excellent exemple. Parce que vous travaillez en on travaille, R&D je pense que tout le monde travaille dessus. Oui. Emmanuel disait que la maladie était connue depuis 1910. Ça doit faire 20, 30 ou 40 ans que la recherche dans le monde de l'industrie travaille sur ce sujet-là, et on n'a toujours rien trouvé. Donc c'est aléatoire, on est dans la biologie. Donc il y a une part d'incertitude qui est omniprésente. Omniprésente. Donc les laboratoires ont cette vocation à développer de la vaccination, mais aussi peut-être des outils de diagnostic. Oui, les laboratoires sont impliqués aussi, certains sont impliqués dans le diagnostic. Alors on est à Lyon, donc on a Biomérieux qui travaille sur ce domaine-là. Le diagnostic, la formation, on parlait de formation, je crois que l'industrie a aussi un rôle à jouer dans la formation. On a un certain nombre d'experts en R&D, en développement industriel. La collaboration avec, c'est l'objectif de la création de notre hub, la collaboration avec tous les organismes autour de nous, qu'ils soient publics, privés, et la coopération entre tous ces organismes est fondamentale. Je crois que personne ne peut réussir à trouver la solution contre une pathologie particulière seul dans son coin. Et ça passe forcément par la coopération et la collaboration. Mais est-ce qu'on y parvient vraiment aujourd'hui à cette collaboration? Parce qu'on est dans cette table ronde pour justement voir s'il y a des pistes pour améliorer l'efficacité. Est-ce qu'on est déjà efficace à 100% en France? Non, est-ce qu'il y a des choses... Sans doute pas, mais en tout cas, je crois que c'est essentiellement une question de volonté. D'où le hub. D'où le hub. Ce matin, on était en conférence de presse, on a été... pas challengé, mais un petit peu quand même, sur mais comment vous n'avez pas de structure, comment vous faites pour travailler ensemble. C'est pas une question de structure, c'est pas nécessairement une question d'argent. Je crois que c'est avant tout une question de volonté. Et quand on a autour de la table, ça rejoint un peu ce que disait Alain Mérieux en introduction, à Lyon, on veut travailler ensemble,
On arrive à le faire. On a mis autour de la table des labos qui sont potentiellement concurrents, et ils arrivent à travailler ensemble, des organismes publics, privés, et avec tous cette volonté-là d'y arriver, alors on y arrivera ou on n'y arrivera pas, mais en tout cas, on a cette volonté d'y arriver, et je crois que c'est le meilleur moyen pour y arriver. Mettre en commun nos moyens, nos compétences, nos expertises, nos moyens financiers parfois aussi, pour arriver à trouver des solutions le plus rapidement possible. Parce que vous venez de dire que ce n'était pas forcément justement une histoire de moyens financiers. Mais aujourd'hui, on dit que la santé publique vétérinaire, c'est quand même un peu le parent pauvre de la santé et qu'on manque peut-être. Non, écoutez, alors ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de moyens. Investir en recherche et en développement pour un laboratoire pharmaceutique, ça coûte extrêmement cher. On a inauguré il y a 1 an et demi un nouveau centre de R&D à Lyon d'ailleurs. Un investissement de cette taille-là, c'est 60-70 millions d'euros. On vient de poser une première pierre en santé publique vétérinaire d'ailleurs, d'un futur site de production d'antigènes et de vaccins contre la fièvre afteuse. C'est un investissement parce qu'on est dans un environnement, dans la construction d'un site qui doit être hyper confiné. C'est un peu notre P4, hein, nous on dit un BSL 3+, un Biosafety Level 3+. C'est extrêmement cher, c'est un investissement de l'ordre de 200 millions. Pour un retour sur investissement qui sera probablement jamais à la hauteur de cet investissement, mais c'est quelque part le rôle social ou sociétal aussi d'une entreprise comme les nôtres, les entreprises de la pharmacie et de l'industrie du médicament vétérinaire, de contribuer, de collaborer avec les partenaires du public et du privé pour apporter des solutions dans ce type de maladies, de pathologies qui peuvent être gravissimes. Sébastien Cognat, est-ce que vous avez l'impression qu'on manque justement de fonds et d'investissements autour de la santé publique vétérinaire à l'échelle mondiale ? Oui, quand même, parce que la santé est pas forcément prioritaire au niveau des politiques gouvernementales. Au sein de la santé, je parle au niveau mondial, quand on compare les budgets alloués au ministère de la Santé par rapport à d'autres ministères. Oui, mondial. Je ne parle pas de Lyon ou de la France. Et donc, au sein de la santé, on va dire que les priorités sont souvent données aux structures de soins, aux hôpitaux, à des politiques de vaccination qui sont évidemment très prioritaires, mais la santé publique est très très négligée. Aujourd'hui, la plupart des programmes de santé publique sont, on va dire, financés par des aides extérieures qui ciblent certaines maladies, la grippe par exemple, ou la polio, qui sont très efficaces pour avoir effectivement des résultats, mais qui parfois sont aussi un peu disruptifs par rapport à des systèmes de santé publique. Et donc, il est très important aujourd'hui que effectivement, il y a une prise de conscience, je dirais, au-delà des décideurs en santé, mais au niveau véritablement du plus haut niveau des États, sur un investissement qui doit être fait, surtout en termes de préparation des États aux grandes crises sanitaires. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est négligé. L'OMS fait de nombreux appels pour justement un petit peu réveiller les consciences des grands décideurs et pour expliquer que c'est un investissement justement qui peut être rentable. Quand on voit vraiment, encore une fois, les coûts de la réponse aux épidémies, les coûts économiques, je veux dire, l'investissement. Aujourd'hui, l'Ouganda a investi, on va dire, à peu près 20 millions de dollars sur la préparation à Ebola. Ils ont détecté quelques cas. L'épidémie ne s'est pas propagée. En RDC, il y en a d'autres problèmes, on en est déjà à plusieurs centaines de millions de dollars dépensés sur la riposte. Donc c'est ces messages-là qui sont importants. Oui. Et alors, il y a un autre agent qu'on sous-estime peut-être justement dans toute cette collaboration de détection, d'épidémiosurveillance et de contrôle, c'est un peu Big Brother. Et ça, on en a parlé ensemble aussi, Sébastien, en préparant cette table ronde. Et vous avez justement un élément à nous fournir par rapport à cela. Je crois que j'ai oublié dont on a parlé. Les faits ont été peut-être un peu trop... on parlait de Google. De Google. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, alors c'est vrai que on est dans un changement vraiment de décades, enfin de décennies, pardon, mais aussi d'approche que l'on a par rapport aux problématiques sanitaires, parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs comme Google qui sont capables d'avoir des systèmes de détection des épidémies. Alors, on en est un petit peu revenu, mais qui s'affichait il y a quelques années comme plus puissant que tout autre système de surveillance, puisqu'aujourd'hui, quand vous avez dans une ville ou un village l'ensemble des habitants qui consultent Google pour chercher fièvre plus diarrhée plus chat,
forcément, c'est un système qui peut être très sensible en termes d'alerte. Ils avaient mis en place un système pour la grippe. Bon, on en est un petit peu revenu, mais ça montre quand même tout le potentiel qu'on a par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut avoir aussi un diagnostic biologique plus ou moins à travers un smartphone. Alors bon, enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'on on est un petit peu parfois à la traîne, et il va être très important, je pense, que les scientifiques puissent aborder et soient en amont, on va dire, de ces problématiques-là, et comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent être véritablement bien utilisées pour améliorer les systèmes de surveillance, de détection et de riposte. Alors, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, si on veut respecter le timing. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez rajouter sur justement la collaboration que l'on souhaite entre les différents intervenants en termes de santé publique vétérinaire aujourd'hui? Comment pourrait-on l'améliorer, ou est-ce qu'on demande à l'assistance s'il y a des questions concernant cette table ronde ou la précédente également? Peut-être si on voulait faire intervenir nos consoeurs que vous citiez tout à l'heure, Emmanuel, ou Monsieur Berrurier. Ah. Bien, moi je suis un praticien retraité. J'avais quand même à dire plusieurs choses. D'abord, le mandat sanitaire, ce qui était fondamental chez nous, puisque Pierre Brouillet me l'a dit, à partir de 1909, nous en jouissions en quelque sorte. Mais il faut quand même 4 choses. D'abord, la formation. Et Dieu sait si à l'école vétérinaire de Lyon, nos maîtres nous avaient particulièrement bien formés. Deuxièmement, le terrain. Et là, nous, c'était automatique. On parlait mon veto. On allait, dès la première année, chez un vétérinaire, on le suivait dans la voiture, on s'occupait un peu avec lui sur les accouchements, les choses comme ça, et on commençait à toucher du doigt un peu le monde qui nous attendait, en quelque sorte. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Nous, c'était pas formalisé. Bon, je pense que Madame la directrice va trouver des solutions au niveau des stages donc chez les confrères. La troisième autre chose, eh bien, c'était l'approche du monde paysan, et je dirais la présence de grandes maladies que nous, il nous a fallu combattre, parce que bon, j'ai exercé en Haute-Loire dans les années 75-80, la tuberculose, elle était là, et elle était chez les vaches et chez les gens. Donc là, je peux vous dire, on était motivés. Bon, c'était pas facile, parce que quand vous rentrez dans une écurie, vous dites à un éleveur qu'il faut qu'il sorte toutes les vaches, je vous dis pas l'accueil. Alors, aussi, était importante la coopération avec le monde des vétérinaires fonctionnaires au niveau des directions des services vétérinaires et au niveau même du contrôleur des services vétérinaires, qu'on alertait si jamais les choses se passaient mal avec le directeur. Des fois, c'était pas simple. Personnellement, j'ai quand même eu un directeur et un député qui venaient me dire que j'exagérais. Je tiens à transmettre ça quand même. Bref. Donc tout ça, c'était un mélange qu'on a transmis à nos confrères. Et vraiment, moi je dis, ça fait vraiment partie de nous, cette santé publique vétérinaire. Et j'ai plusieurs exemples à travers les crises qui nous ont traversées, notamment la vache folle. Celui qui vous parle, il était également vétérinaire en abattoir. Tout le personnel savait que si jamais il voyait une vache qui n'était pas très en forme en descendant de son camion et en montant dans les stalles avant l'abattage, on était immédiatement prévenu. Et ça, en France quand même, on a bien maîtrisé le problème. Un autre exemple, c'est la fièvre catarrhale ovine, où j'ai eu plaisir que dans mon cabinet, qui était
plus en plus transformé en cabinet de vétérinaires soignant les petits animaux, tout le monde s'est mobilisé pour aller faire les vaccinations contre la fièvre catarrhale ovine. Il faut absolument que cette foi, ce mandat sanitaire et toutes ces applications perdurent. Et je veux lire quelque chose quand même, qui est une lettre qu'a envoyée le C'est pas président... trop long quand même. Hein. Comment ? C'est pas trop long quand même. Non, hein. c'est pas trop long. C'est le président du Conseil général d'Ordogne, hein, donc c'est pas un vétérinaire, qui a écrit à notre président, à notre ministre, M. Didier Guillaume, « Le sérieux indispensable à ces actes et à la bonne conduite de ces opérations ne pourra être obtenu que si l'effectif des vétérinaires qui ont à les réaliser est suffisant. Alors que pendant ce temps, la lutte contre les autres maladies en vue du maintien ou de l'obtention du statut sanitaire est nécessaire à la bonne conduite des élevages et à la commercialisation des animaux. Il y a donc urgence, car il devient impossible aujourd'hui de garantir le statut sanitaire des élevages, à prendre des mesures nationales au plus vite pour développer à nouveau l'attrait de l'exercice vétérinaire en milieu rural. » Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Chacun tirera les conclusions. Emmanuel, est-ce qu'aujourd'hui, au sein des écoles vétérinaires, on a une attractivité justement pour la santé publique vétérinaire ? Est-ce que ça fait partie du cursus et est-ce que c'est, est-ce qu'on a des jeunes étudiants là dans la salle ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est conscient aujourd'hui que c'est un des enjeux sanitaires du XXIe siècle et que le vétérinaire a un rôle essentiel à jouer ? Alors, dans les études vétérinaires, on apprend tout ça. On apprend les maladies contagieuses, on apprend la sécurité sanitaire des aliments, on apprend l'importance d'utiliser les antibiotiques de manière raisonnée. On a dans la salle un certain nombre d'étudiants qui ont choisi cette spécialité, en fait, donc la santé publique vétérinaire. Après, en 5e année, il faut... Vous étiez dans... moi non plus, j'ai pas fait Lyon, je dois vous dire, excusez-moi. Mais Moi non plus. J'ai fait mes études à Toulouse, je suis confuse. Mais je pense que... mais néanmoins, c'est vrai, il faut être clair, les étudiants, ils arrivent, ils veulent être vétérinaires et ils veulent surtout soigner les animaux. Ils veulent soigner les chiens, les chats, les vaches, les cochons, les chevaux. Ils sont plus attirés par le soin que spontanément par la question de la santé publique, que devenir, et en particulier de devenir fonctionnaire. Voilà. Néanmoins, je pense que, et nous le faisons dès la première année, nous les sensibilisons aux grands enjeux. On a un module, c'est le premier, même avant l'accueil, pour qu'ils soient encore frais pour l'écouter, qui s'appelle « Les grands enjeux du XXIe siècle ». Et dans ces grands enjeux, bien, il y a toutes ces questions de santé publique vétérinaire qu'on met vraiment en avant. Et puis, eh bien, à l'école, on s'est inscrit dans un mouvement qui est assez proche de One Health, qui est Global Health, et nous faisons de nombreuses conférences à l'école pour essayer de sensibiliser nos étudiants à ces questions. Donc, ils ne veulent pas tous être inspecteurs de santé publique vétérinaire, ça c'est sûr, mais par contre, je pense qu'ils sont bien sensibilisés aux questions de la santé publique vétérinaire. Ce qu'il faudrait probablement faire mieux, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec... le hub et avec la chaire IDEX, la chaire industrielle IDEX, c'est aussi organiser des formations communes, vétérinaires, médecins. Ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, qu'on ait une culture partagée en fait sur ces questions-là, et c'est vraiment très important. Je sais pas, il y a peut-être des étudiants qui veulent s'exprimer dans la salle. Bonsoir, Pascal Loriot. Donc, je suis un étudiant ISPV et je me vois très bien dans ce que vous venez de dire, à savoir que j'ai fait l'école de Lyon. Je voulais faire de la rurale, j'ai fait de la rurale. Pour des raisons personnelles, j'ai fini en canine. J'ai travaillé en expérimentation animale et en plus, je suis atterri vétérinaire d'abattoir et c'est pour ça que je suis devenu étudiant ISPV. Donc, même un vétérinaire normal peut faire tout le cycle et c'est intéressant et on a un rôle au niveau de la santé publique vétérinaire
même étudiant, même vétérinaire, même rural, même canine. Je pense qu'on est tous dans le même bain. Et voilà, je voulais exprimer tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi qui pourraient s'adresser à nos intervenants de la première table ronde? François-Loïc Cosset, Joël Limousin ou Hervé Raoul, plus en infectiologie, autour des filières animales? Alors moi, c'est pas sur ce sujet, je veux juste me présenter. Je suis Christelle Junot, je suis vétérinaire sapeur-pompier. Je représente les vétérinaires sapeurs-pompiers du Rhône, mais aussi l'Association nationale des vétérinaires sapeurs-pompiers. Juste pour vous rappeler qu'en cas de crise sanitaire, c'est bien, mais c'est nous, en général, vraiment les premiers à prendre de plein de fouet l'info. Et je pense que c'est vraiment super important d'avoir maintenant en conscience qu'il y a des vétérinaires sur le terrain, bien évidemment en libéral, mais le 15 août à 15h, il n'y a pas forcément toujours quelqu'un de dispo. C'est souvent sur nous que ça retombe, parce que nous, on a le téléphone H24 et on nous dit il y a 10 signes qui sont morts. Ah ben 10 signes, nous, ça fait tilt. On se dit influenza aviaire, etc. Et on est souvent les premiers à engendrer la cascade. Donc pas nous oublier, parce que maintenant on a un maillage territorial national qui est vraiment présent. Et je pense qu'on fait vraiment partie effectivement du petit maillon, souvent en première ligne. Après, on a aussi collaboré il y a quelques années pour l'influenza aviaire, et notamment avec la formation des GIV. Et c'était vraiment très intéressant de pouvoir associer nos qualités, de tous, notre réactivité, nos moyens. On parlait effectivement de la collaboration entre les vétérinaires et les médecins. Moi, je fais partie du 3SM, c'est-à-dire du service de santé des pompiers, et je collabore avec les médecins de ce 3SM. Donc on est vraiment, dans notre cadre de vétérinaire, l'un des maillages, on va dire, principal, enfin au départ en tout cas de l'info. Et après, bien évidemment, avec les services vétérinaires, on collabore vraiment bien avec effectivement tout le reste. Et quand vous dites que vous êtes appelé un 15 août à 15h, c'est-à-dire c'est les sapeurs-pompiers qui sont appelés dans ces cas-là? Alors, tout ce qui va, un requérant qui prend le téléphone, qui fait le 18, va tomber sur un sapeur-pompier. S'il y a une problématique animalière, nous, en tant que vétérinaires sapeurs-pompiers, on les a formés. On leur a dit, voilà, il y a un animal en jeu. Ça peut être de la faune sauvage, ça peut être de la faune domestique. Vous devez, à tel moment, appeler le vétérinaire d'astreinte. Il va nous appeler et nous, on va déclencher. J'ai plein d'exemples. J'ai eu un vendredi matin une alerte sur un cadavre de singe dans une poubelle à Lyon. Donc là, il a fallu effectivement que je déclenche, OK, on va aller faire un périmètre de sécurité, on va appeler les services vétérinaires, on va essayer de trouver un laboratoire qui pourra récupérer le cadavre, qu'on fasse ça dans une bonne cascade. Donc toute problématique animale va passer par notre régulation. Et c'est vrai partout, quasiment maintenant en France. Donc on va être les trieurs, on va dire, de problèmes. Et on est présent H24, donc c'est vrai que 365 jours par an. Donc on est souvent les premiers alertés. Et puis après, nous, département par département, on a notre petit réseau et on contacte les personnes en question. Et inversement, je sais que les services vétérinaires, quand il y a eu des soucis sanitaires sur le Rhône, ils ont su prendre le téléphone du vétérinaire-chef qui, après, lui, il a des moyens pour venir poser des pédiluves, il y a des moyens pour aller récupérer un cygne au milieu du lac, parce qu'il y en a 10 autres qui sont morts autour, et puis on va les mettre bien dans le sac, bien comme il faut, et les emmener au laboratoire de référence, etc. Donc, en tout cas, à travers les 3 témoignages de vétérinaires qu'on a eus, on voit la diversité de la profession, et ce fameux maillage, il intervient à tout niveau. Est-ce que d'autres questions sont... N'hésitez pas. Oui, au 3e rang, voilà. Oui, bonsoir. Merci pour ce panel très intéressant, en fait. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Guillaume Lermy, je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc c'est aussi la minorité représentée ici. Donc j'ai un commentaire d'abord et une question ensuite pour le premier panel. Mon commentaire, c'est que en fait, donc moi je suis praticien de l'évaluation économique. C'est notre quotidien. Et notre plus grande difficulté, en fait, c'est d'avoir des données. Et en santé humaine, il y a des données, notamment dans les pays développés. En France, il y a l'assurance maladie, il y a tout un réseau de collecte de données organisé. Et en santé animale,
c'est beaucoup moins vrai. Et quand c'est vrai, parfois, on n'a pas accès à ces données. Donc, pour faire de l'évaluation économique, eh bien, il faut des données disponibles. Donc, j'étais un peu frustré de la première présentation dans le sens où voilà, on parle de conséquences économiques sans pouvoir mettre de chiffres, de nombres derrière. C'est pas évident, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a du mal à faire parler le peu de données qu'on a. Et c'est encore pire dans les pays en voie de développement. On travaille aussi avec la FAO. La base de données a de nombreux trous, les bases de données, donc on fait ce qu'on peut. Alors ma question, elle s'adresse au premier panel dans le sens où j'aimerais savoir comment vous priorisez la surveillance active ou le management du risque de ces différentes menaces qu'on a. Donc il y avait eu beaucoup de virus qui ont été cités, mais dans une situation où on a des budgets contraints, il va falloir faire des choix et j'aimerais savoir comment vous imaginez faire ces choix. Alors peut-être François-Loïc Cosset ou Hervé Raoul pourraient répondre à cette question. C'était aussi quand j'insistais sur finalement quelle maladie aujourd'hui occupe toute votre attention. Qu'est-ce qui... Et votre budget ? Le point de vue du chercheur est quand même très très guidé par des aspects plutôt plus intellectuels qu'économiques, je suis désolé de le dire, et que l'attrait de la nouveauté ou du nouveau pathogène qui a un comportement très différent de ce qui est connu est en général notre premier driver. Même si évidemment sur des considérations de budget, évidemment il y a des agences au niveau national qui ont un certain nombre d'encouragement pour étudier un certain nombre de pathogènes. Par exemple, l'ANRS, qui est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, a un budget et un fonds dédié pour l'étude de ces virus qui sont évidemment de première préoccupation. Et donc c'est aussi, en plus du drive intellectuel, un drive aussi économique qui est très très fort en recherche. Oui, Emmanuel. Je peux répondre sur l'aspect, mais vous devez connaître ça par cœur, en santé animale. En tout cas, les mesures qui ont été, enfin la réflexion qui a été mise en place. Je travaillais autrefois à la Direction générale de l'alimentation avant de venir ici à l'école VETA-GrosSup. On a catégorisé les dangers sur la base d'une évaluation de risque qui a été faite par l'ANSES. Et on a catégorisé les dangers en 3 catégories. La catégorie 1, c'est des dangers qu'on a considérés comme très graves, soit parce qu'ils avaient des conséquences en santé publique sur l'homme extrêmement importantes, soit parce qu'ils avaient des conséquences économiques très importantes. Donc, c'est selon les amis. Et puis que des actions de collective étaient possibles. Puis après, on a comme ça catégorisé en catégorie ensuite 2. Voilà, des dangers qui avaient moins de conséquences économiques ou qui n'étaient pas dangereux pour l'homme, etc. Et donc ça a permis après de prendre des décisions aussi par rapport au financement public. Partant du principe qu'en allant du danger de catégorie 1 au danger de catégorie 3, eh bien, le financement public de l'État et l'action de l'État a été plus importante. Et puis pour les dangers de catégorie 3, c'était finalement les filières professionnelles qui pouvaient s'organiser entre elles pour assurer la surveillance et la prévention. Mais je suis d'accord avec vous sur la question des données, et c'est un des sujets, en fait, cette question de l'évaluation socio-économique qui est au cœur de la recherche que l'on va mener dans le cadre de la chaire en santé publique vétérinaire. Donc on a lancé là l'appel à candidature pour le titulaire de cette chaire et qui pourra avoir des doctorants, un post-doctorant, pour travailler sur ces questions du lien entre l'évaluation de l'évolution des maladies et puis les questions socio-économiques. Et l'objectif, c'est d'arriver à des modèles, à des outils d'aide à la décision qui permettent aux États, aux décideurs, de prendre des décisions par rapport soit à des mesures de lutte, mais aussi à des mesures de prévention, en fait, d'un point de vue financier. Mais c'est vrai que les données sont compliquées à obtenir. Alors, il y a un certain nombre de données dans la plateforme nationale d'épidémiosurveillance, dont on a parlé tout à l'heure. Mais après, peut-être effectivement que leur accès n'est peut-être pas très facile. Il y a peut-être un sujet autour de ça. Je sais pas si... Il y a un sujet qui est en discussion effectivement sur l'accès aux données sur ces plateformes, déjà entre les principaux interlocuteurs des plateformes. Et tu l'as très bien dit, les plateformes travaillent essentiellement sur les maladies de catégorie 1. C'est là où on met nos efforts, y compris sur les laboratoires de référence dans notre maillage, et puis un peu aussi sur les catégories 2. Merci. Sébastien, vous vouliez... Juste un mot d'un point de vue de la santé humaine. Il est clair que la grippe
enfin les virus de la grippe et encore la grippe, et je dirais les virus respiratoires qui peuvent avoir un risque de transmission interhumaine sont au centre de tous les programmes, les politiques. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a pu, grâce aux investissements faits sur la grippe, mieux se préparer à d'autres virus respiratoires. Et puis, on en a parlé un tout petit peu, mais évidemment, la résistance aux antibiotiques, qui sont également, on va dire, c'est un des grands enjeux de santé publique pour les prochaines décennies. Ouais. Une nouvelle table ronde à organiser autour de l'antibiorésistance. Alors, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on a réussi à balayer tous ensemble et mesurer l'importance des enjeux sanitaires de la santé publique vétérinaire. On a vu qu'il y avait un risque sanitaire qui était clairement accru avec le changement climatique, le déplacement des populations, déplacement des animaux, les déplacements également des denrées alimentaires. Mais je pense aussi qu'il y a une lueur d'espoir quand on voit le développement des technologies, l'implication dans la recherche que font les laboratoires publics, privés. Et puis aussi une meilleure formation, une meilleure sensibilisation des pays émergents. Donc voilà, espérons qu'à l'avenir, ces crises sanitaires seront maîtrisées avant même qu'elles ne deviennent finalement des crises sanitaires. Merci à tous. On se retrouve pour les vœux. Pour les vœux de l'écosystème régional de santé, juste derrière, à gauche. Et puis un petit cocktail, le verre de l'amitié, l'occasion de continuer la discussion tous ensemble. Merci de votre attention.